Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'École du Futur. Au programme de cette émission, on ouvre, comme toujours, avec notre focus prodige des échecs, neuroscientifique, entrepreneur. Demis Hassabis a définitivement eu plusieurs vies. Aujourd'hui, il est de ceux qui façonnent l'avenir de l'IA. Son portrait à découvrir dans un instant. Et puis, nous sommes ravis de la compter parmi nous aujourd'hui. C'est Jeanne Dreyfus qui nous partagera son idée derrière la tech. Bonjour Jeanne. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez ? On va se pencher aujourd'hui sur le chantier de numérisation du château de Versailles et de ses coulisses. Émerveillement assuré. À tout à l'heure. Quant à notre sujet du jour, apprendre à comprendre l'intelligence artificielle, c'est le défi que nous propose notre invité du jour. À travers un roman aussi graphique que poétique, il nous plonge dans la tête d'une IA pour apprendre à penser, à ressentir et à questionner le monde. Une fable d'anticipation, mais surtout une réflexion sur l'éducation, la conscience et notre rapport à la technologie. On en parle avec notre invité Jérôme Béranger, auteur de Le Journal de Maeve, paru aux éditions De Box Supérieure. Bonjour. Bonjour. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. C'est l'un des nouveaux lauréats du prix Nobel de chimie 2024. Grand amateur d'échecs, mais également de jeux vidéo, il est à l'origine de la start-up DeepMind. Demis Hassabis compte aujourd'hui parmi les pères de l'intelligence artificielle. Il est notre focus du jour, signé Dylan Kohler. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Chemistry to Demis Hassabis and John Jumper, Google DeepMind, United Kingdom, for protein structure prediction. Il est l'un des 3 prix Nobel de chimie 2024, focus aujourd'hui sur le Britannique Demis Hassabis. Né à Londres d'un père grec chypriote et d'une mère singapourienne, il est l'un des pionniers en matière d'intelligence artificielle. Passionné depuis tout jeune par le jeu d'échecs, il se distingue parmi les meilleurs joueurs mondiaux de sa catégorie à l'âge de 13 ans seulement. Dans son adolescence, il ira même jusqu'à remporter 5 fois le Pentamind, championnat reconnu mêlant divers jeux de société. Doté d'un fort intérêt pour les processus de pensée et l'imagination humaine, il suit des études de neurosciences à l'University College de Londres. Il commence sa carrière dans le jeu vidéo alors qu'il est encore étudiant, en travaillant pour le studio de production Bullfrog, avant de fonder son propre studio, Elixir. Il voit entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain des similitudes à explorer, et après son doctorat, il cofonde DeepMind. L'entreprise, spécialisée dans l'utilisation de l'IA, est rachetée par Google en 2016. La même année, DeepMind fait alors sensation quand son programme AlphaZero vient à bout du champion du monde du jeu de Go. Depuis quelques années maintenant, c'est le domaine de la chimie sur lequel se concentre Demis Hassabis. Épaulé par son collègue John Jumper, également lauréat, leur programme d'IA, dit AlphaFold, a permis de prédire virtuellement toutes les structures possibles des protéines. Une avancée majeure qui se voit récompensée début octobre 2024. Récompense qui ne pourra que le motiver davantage dans la poursuite de ses recherches, lui pour qui l'IA se veut déjà être la technologie la plus bénéfique à l'humanité. Et si la vraie question à propos de l'intelligence artificielle n'était pas de savoir ce qu'elle peut faire pour nous, mais plutôt ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes. Derrière la technologie, il y a bien évidemment une philosophie, une manière de penser le monde, d'éduquer et aussi de transmettre. C'est tout le propos du journal de Maeve que l'on décrypte aujourd'hui avec son auteur. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Jérôme Béranger, CEO de Goodalgo et également auteur d'un roman que vous avez coécrit avec Mathieu Perrotin, un ouvrage intitulé Le Journal de Maeve est sorti aux éditions De Box Supérieure. Une aventure au cœur de l'intelligence artificielle, un roman graphique, savant mélange de science, de pédagogie et aussi de philosophie destiné à rendre l'IA accessible à tous. Et pour commencer, je vous propose de plonger dans l'univers de Maeve avec ces quelques images. Je suis née dans un monde qui change. L'intelligence artificielle progresse. L'humain, lui, hésite. Qui dirige vraiment? J'ai découvert une vérité, mais elle soulève de nouvelles questions. Mon journal commence. Suis-moi. Bon, Jérôme, ces images forcément attisent notre curiosité, nous donnent l'eau à la bouche. Alors peut-être qu'on peut commencer par faire un petit résumé de l'intrigue sans tout dévoiler, bien sûr. Oui, bien sûr. L'idée, en fait, c'est que l'héroïne principale, c'est Maeve, c'est une fille de 15-16 ans
et qui écrit son journal intime et qui, au fur et à mesure, finalement, de ses pensées, ses découvertes de l'humanité, de la planète, elle se découvre elle-même et elle comprend ce que c'est l'IA et quelles sont les interactions avec justement les différentes personnes. Alors je crois que ce livre prolonge en quelque sorte vos travaux sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais alors pourquoi avoir choisi cette fois-ci de passer par la fiction pour le faire? J'ai passé par la fiction parce que, si vous voulez, je suis auteur de plusieurs ouvrages scientifiques auparavant et je me suis aperçu que ça touchait vraiment un public qui était, entre guillemets, scientifique ou élitiste sur le domaine. Et l'intérêt, quand on donne de la connaissance, c'est essayer de la rendre accessible à tous et à toutes. Et l'idée de passer par un journal intime, déjà, on parle à la première personne, donc on adhère, en fait, si vous voulez, à une certaine proximité avec la personne. Et, euh, et donc, du coup, la personne peut se projeter dans les réflexions de l'autre. Et donc, en mode fiction, si vous voulez, ça permet de vraiment d'aller plus loin que le côté concret et de se projeter dans des réflexions et dans des échanges entre les différentes personnes. Alors vous nous avez bien expliqué l'intérêt du format du journal intime, mais pourquoi avoir choisi une héroïne adolescente? Parce que justement, je voulais pour la première fois toucher un public jeune. Parce que le premier impact finalement de ces nouvelles technologies, eh ben, ça va toucher l'éducation, notre rapport au savoir, à la connaissance. Et les premières générations qui sont touchées, avant même les travailleurs, c'est les étudiants, c'est les jeunes adolescents, qui sont même, pour ceux qui sont nés en 2000, 2010, qui sont nés avec déjà le numérique et avec l'IA. Et donc maintenant, il y a un vrai enjeu là-dessus de se dire, bah, finalement, comment je dois reconsidérer le savoir, comment développer certaines appétences cognitives, faire confiance à la machine sur d'autres, et comment allier finalement cette nouvelle alliance entre l'homme et la machine. Alors le côté extrêmement graphique en plus de votre roman, effectivement, m'a fait penser de prime abord qu'il était uniquement destiné au jeune public. Mais après la lecture, en fait, j'en suis plus si certaine. Alors, est-ce que vous voulez vous adresser uniquement aux plus jeunes ou est-ce que finalement vous avez une cible plus large? Jusqu'à quel âge on peut lire le journal de Maeve et apprendre des choses, Oui. prendre du plaisir? En fait, c'est pour ça qu'on a pris plus de parti avec, avec Mathieu, de faire pas forcément une bande dessinée, pas faire un livre, mais faire quelque chose qui est, je sais pas si c'est plutôt un ovni littéraire ou pas, mais c'est un livre illustré. C'est-à-dire qu'il y a autant de textes que d'illustrations. Et donc on peut aller assez loin dans la pédagogie et dans la transmission des savoirs et des connaissances. Alors bien sûr, le premier public qui est ciblé, ça va être plutôt des jeunes de 15, 16 ans, 17 ans, de collège, lycée, parce qu'ils peuvent se retrouver dans Maeve, ma jeune étudiante et adolescente. Mais bien sûr, on peut aller jusqu'à 99 ans, voire plus. Ça m'arrive de faire des conférences pour des mairies, pour des citoyens lambda, entre guillemets, pour l'acculturer et sensibiliser à l'IA. Parce qu'en fait, l'IA, elle touche tout le monde, tous les corps de métier, toutes les classes socio-professionnelles, toutes les générations. Et souvent, les questions les plus pertinentes qui sont posées autour de l'impact de l'IA dans la société, ça peut être des personnes qui n'y connaissent rien du tout, mais qui sont sensibilisées par, s'ils sont des personnes âgées, par leurs petits-enfants, qui, eux, utilisent intuitivement l'IA par rapport à l'école ou par rapport à des projets personnels qu'ils font. L'image, on l'a dit, donc prend une place extrêmement importante dans le livre, à tel point que, comme on l'a vu en début d'émission, vous avez même animé, alors sur 20 secondes, le personnage principal qui est Maeve. Est-ce que vous avez vocation peut-être à développer encore plus cette partie graphique à l'avenir? Alors la partie graphique, c'était la partie on s'est amusé à le faire avec Mathieu, qui est dirigeant d'une entreprise de graphistes. Et on a fait justement ce teaser
via justement Midjourney avec la version vidéo. Et les illustrations ont été faites en partie avec un intelligent, on va dire, collage entre l'homme et la machine et des logiciels pour justement pouvoir animer et illustrer et aller au bout de la réflexion d'aller de l'IA en utilisant de l'IA aussi. Mais on reste entre humains le chef d'orchestre de tous ces usages qui sont à développer, quoi. Alors on va rentrer un peu Alors, plus... bien sûr, ça peut, pardon, excusez-moi, mais ça peut toucher, avoir un projet en se disant, à partir de ça, on peut très bien imaginer de faire des courts-métrages animés en documentaire pédagogique d'anticipation, où les illustrations, on peut très bien, par du storyboarding, de les faire animer en mode vidéo, quoi. Et toucher un autre public aussi qui n'est peut-être pas, qui n'affectionne pas particulièrement la lecture. Alors je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail de votre livre. Alors attention, risque de spoil, mais on est bien obligé, si on veut un petit peu décrypter votre travail. MEV, c'est la contraction de Machine et Ève, ça on le découvre dans le livre, symbole à la fois de la première femme, mais aussi du coup de la première conscience artificielle. Et ça c'est important parce qu'une IA dotée d'une conscience propre, ça n'est pas encore au goût du jour. Alors justement, à travers cette figure de MEV, qu'avez-vous voulu explorer ? Déjà, je m'entends un peu en écho, donc j'ai du mal à parler de manière fluide. C'est assez horrible dans les oreilles, mais je vais essayer de me concentrer. Ce que j'ai voulu faire, donc déjà, vous avez un peu enlevé ou dénué tout ce qui est le côté intrigue de l'histoire, mais MEV, en fait, si vous voulez, c'est un peu une incarnation. C'est-à-dire, c'est à quel moment on met le curseur entre ce qui est l'humain et ce qui est de la machine. Est-ce que finalement, c'est de se dire, et c'est ce qu'on voit actuellement, est-ce que c'est l'homme qui, avec toutes les activités et les interactions qu'il a avec les applications numériques, les ordinateurs, les téléphones, etc., se numérise de plus en plus et devient de plus en plus dépendant de la technologie? Ou est-ce que c'est les machines, à force d'être alimentées d'une base de données colossale qui est numérique, qui redécrit finalement tous les comportements humains, les mœurs, les savoirs, les connaissances, si la machine, elle s'humanise pas. Et donc, peut-être que le lien entre les deux et la différence est de plus en plus mince avec ça. Allez, il est temps de prendre une petite pause dans nos discussions. On va bien évidemment continuer à décrypter cet ouvrage. Mais d'abord, cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité Jérôme Béranger, CEO de Good Algo et auteur du journal de Mève. On va continuer à parler de cet ouvrage en seconde partie d'émission, mais d'abord, place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, vous nous parlez d'un chantier titanesque au château de Versailles, pas à l'époque de Louis XIV, mais aujourd'hui, puisque son architecture et ses chefs-d'œuvre ont fait l'objet d'une numérisation sans précédent. Ça fait maintenant plus de 10 ans que le projet de numérisation du palais du Roi Soleil est mené par son centre de recherche et par les archives nationales. Ce à plusieurs fins, déjà, lutter contre de possibles destructions futures. On a vu à Notre-Dame les dégâts que pouvait causer un simple départ de feu, mais aussi pallier les disparitions du passé. On pense à son grand labyrinthe, aujourd'hui disparu, à ses grottes parées de nacre au feu d'artifice, mais aussi aux bals fastueux donnés par le roi. Donc, on redonne vie grâce au numérique à toute la vie de la cour, comme si elle s'y tenait. Au XVIIe siècle, Versailles, c'était une véritable fourmilière qui grouillait de vie. C'était à l'époque le plus grand château d'Europe. Il y avait 4000 personnes qui y vivaient. Alors, pour restituer tout ça, eh bien, il a fallu mettre les mains dans les archives, et notamment dans son gigantesque ensemble de plans. On voit ici se doter de retombes. Ce sont des petits volets pliables qui cachent ici une chambre, là une pièce secrète, un peu comme un livre d'enfant. Et grâce à ça, on peut visualiser tout l'intérieur du bâtiment. C'est 60 000 mètres carrés et c'est 2300 pièces. Peut-être que vous habitez un T2, eh bien désolé, Louis XIV, lui, habitait un T2300. Sorry. Vous parliez aujourd'hui de merveilles disparues. Eh bien, on peut dire sans exagérer que pendant son âge d'or, Versailles était un parc d'attractions géant. Le Roi Soleil y donnait des feux d'artifice sur le Grand Canal pour inaugurer son inauguration. Il invitait aussi des plus privilégiés dans des visites confidentielles, notamment au cœur de sa grotte de Thétis, qu'on ne peut imaginer aujourd'hui que grâce aux gravures qui nous sont parvenues. Et les statues aussi préservées d'un groupe dédié à Apollon. Mais aujourd'hui, on peut la visiter en couleur et en 3D, voir ses murs entièrement tapissés de coquillages, de nacre, de perles, écouter l'orgue hydraulique qui, à l'origine, imitait le chant des oiseaux. En bref, on n'a rien inventé aujourd'hui avec nos environnements immersifs. Donc c'est un vrai travail qu'ingénieurs et chercheurs ont fait main dans la main. Et notamment l'historien d'art Mathieu Lette qui a travaillé sur la petite galerie du roi. C'était la première galerie de peinture de Louis XIV avant la Grande, où le roi disposait bien les 100 pièces qu'il préférait. L'historien Mathieu Lette a donc consulté des inventaires et des guides d'expo de l'époque pour en reconstituer l'accrochage. Alors la toile qu'il fallait évidemment voir en arrivant quasi en premier, la star des stars, j'entends Mona Lisa of course, qui était à Versailles avant d'atterrir au Louvre. Alors pour le reste, grand format en haut, on voit ici un Corrège, petite en bas, pour qu'on puisse les voir en détail, le tout dans une symétrie qui répond à celle de l'architecture du palais. Alors au-delà de la recherche, ça sert aussi à communiquer. Évidemment, c'est une mémoire scientifique, mais c'est aussi une vitrine. Ces modélisations servent aux expositions, et notamment en Asie où ça marche très fort. Visiteurs ont pu, à Singapour, Hong Kong et Shanghai, visiter donc d'une façon immatérielle le château de Versailles, revivre bal, banquet, feu d'artifice, s'y balader en vélo ou voir la grande galerie, on l'a vu ici. Mais c'est aussi une matière extrêmement intéressante pour le cinéma. Alors pour les fictions d'époque, mais aussi pour les documentaires. Et à ce sujet, il faut absolument voir le documentaire Versailles, le palais retrouvé du Roi Soleil. Toutes les modélisations y sont montrées. À droite, vous reconnaîtrez évidemment maintenant la grotte de Thétis. Versailles n'est donc pas seulement conservé, il est réhabité, il est rejoué. Bref, le documentaire sur Arte est visible jusqu'au 26 novembre, donc dépêchez-vous d'aller le voir. L'héritage du Roi Soleil qui brille désormais à la lumière des pixels, on est sûr qu'il aurait adoré le projet. Merci beaucoup Jeanne Dreyfus pour cette chronique. Il est temps de reprendre nos discussions là où nous les avons laissées. On parlait juste avant de prendre cette petite bulle d'air à Versailles de Mève, une IA qui apprend à comprendre le monde et à se comprendre elle-même. On continue dans la seconde partie du talk. Et c'est toujours avec mon invité Jérôme Béranger, auteur de Le Journal de Mève. Avant la pause, on évoquait le début de l'intrigue.
Et ce qui m'a marqué dans votre livre, c'est que contrairement à de nombreuses intelligences artificielles que l'on peut mettre en scène dans des films ou dans des romans, Maeve n'est jamais une menace pour l'humain. Au contraire, c'est une conscience émergente qui agit un petit peu comme le miroir de l'humanité, en nous renvoyant à nos propres excès et nos zones d'ombre. J'ai l'impression que le message finalement, c'est que le vrai danger, ce n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même, mais plutôt la perte de notre propre discernement. Alors, en partie, oui. C'est vrai que si vous voulez, j'ai encore l'écho, c'est un peu pénible. Mais bon, je vais me concentrer. Mais si vous voulez, l'important, c'est de savoir que pour l'instant, l'IA, elle n'est pas consciente. Donc, ce qui est le plus important, et la vigilance, c'est les usages qu'on en fait. Et je suis plus inquiet des personnes ou des êtres vivants qui utilisent l'IA que l'IA en tant que telle. Après, ce qu'on a voulu avec Mathieu par rapport à cet ouvrage, c'est de faire un livre qui soit pas anxiogène, comme on peut voir beaucoup avec des films de science-fiction aussi, à la Terminator ou autre, mais vraiment quelque chose où il faut être vigilant, mais qu'on puisse se projeter de manière optimiste et positive pour une raison très simple, c'est qu'on est au début de ce virage de l'IA qui devient de plus en plus forte, certes, mais qu'on peut encore encadrer. Moi, dans mes différentes entreprises que j'effectue, on travaille beaucoup sur l'encadrement éthique autour de la conception, de la mise en place et de l'usage qu'on fait autour des technologies de l'IA. Et c'est vrai que au-delà de regarder la nuisance que peut être l'IA en tant que telle, même si on peut avoir peut-être dans plusieurs décennies une trace de conscience artificielle, qui certes ne sera pas de la conscience humaine comme on la connaît actuellement, complexe et autre, mais une autre forme de conscience, un être vivant artificiel, mais qu'on peut acculturer, éduquer, former, interagir avec là-dessus. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est justement l'impact et l'interaction que peut avoir les nouvelles générations avec une technologie qu'on leur met entre les mains et comment ils vont pouvoir développer leur système cognitif, leur connaissance, leur savoir. Et ça, je pense que c'est déterminant de savoir éduquer dans les différentes écoles, etc., savoir utiliser l'IA, quels sont les bons côtés, les mauvais côtés, et comment travailler sans l'IA. On avait la même questionnement pour la calculatrice ou même les ordinateurs. Et on voit bien qu'il va falloir repenser les modes de savoir, d'éducation et de scolarité là-dessus. Ce que fait Maeve tout au long de cet ouvrage, justement, c'est apprendre à comprendre ce qu'elle est elle-même. C'est une métaphore de ce que devrait être l'éducation au numérique aujourd'hui, selon vous? Apprendre déjà à se comprendre soi, apprendre à comprendre comment fonctionne l'autre et ensuite qu'on fonctionne tous ensemble? J'ai envie de dire, même si on le retranscrit d'un point de vue de la vie de tous les jours, on dit souvent il faut apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et c'est un peu ça. Elle est dans cette façon-là de se dire, finalement, le passé éclaire le présent et le présent prépare le futur. Et elle, on le voit dans le livre, il y a une partie qui est très historique, qui est sur les différentes révolutions industrielles, et elle essaie de comprendre tout ce qui est l'humanité, finalement. Je ne dis pas qu'on refait toujours la même chose sous différentes formes, mais il y a tellement à apprendre du passé pour mieux appréhender le présent, voire le futur. Et donc, Maeve, elle est dans cet état d'esprit-là. Alors, elle est en interaction constante avec ses parents, des amis, etc. Mais elle engurgite un maximum d'informations et de connaissances pour avoir son propre libre arbitre finalement. Donc ça découle aussi les problématiques qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux qui font la part belle finalement de projets et puis des idéologies qui sont souvent des minoritaires et qui sont plutôt dans des extrêmes.
mais c'est pas les propos silencieux de la majorité de la population qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Or, une IA, elle est alimentée par tout ce qui est du numérique et par les réseaux sociaux. Donc, c'est là où on peut avoir de la régulation si on veut que ces IA-là soient aussi bienveillantes, etc. Jérôme Béranger, une question, vous parlez d'une autre forme de conscience. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt parler d'IA apparemment conscience, hein, je pense à une citation d'un mathématicien scandinave qui dit se demander si une IA peut penser, c'est aussi intéressant que de se demander si un sous-marin peut nager. Est-ce que, en parlant d'une autre forme de conscience, vous n'avez pas peur de faire passer une idée un peu erronée? Alors, actuellement, clairement, il n'y a pas d'IA consciente, qu'on soit clair. On est encore dans de l'IA faible. Moi, la projection, c'est que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le livre illustré, il est écrit en 2038. Et donc, déjà, c'est proche. C'est proche. Mais quand vous voyez les évolutions de la technologie et des différentes IA, on parle d'IA génératives, maintenant des IA agentiques qui commencent à se connecter à plein de serveurs et qui deviennent multimodales, etc. Je ne dis pas que ce sera en 2038, 2045, la grande singularité ou pas, mais l'idée, c'est se projeter dans le temps. Ça se trouve, ça sera dans 100 ans, dans 200 ans. L'idée de se dire que un jour, on peut avoir une trace de conscience artificielle qui ne sera pas de la conscience complexe comme peut l'avoir dans l'être humain, ça peut être entendable. Et puis, entre guillemets, c'est même salutaire de se projeter et se questionner déjà. Parce que si on attend que les choses arrivent, eh ben, c'est ce qu'on fait souvent quand il y a des grandes catastrophes. On attend que les catastrophes arrivent pour avoir un mouvement de solidarité, d'encadrement, etc., pour se dire, bah, il ne faut plus que ça arrive. Donc moi, l'idée, c'est pas le débat de se dire si il y a des IA conscientes. Et la réponse, je l'ai, c'est que c'est non. J'essaie juste d'émettre l'éventualité qu'un jour, on peut avoir, au même titre que des animaux peuvent avoir une trace de conscience, pas aussi développée que l'être humain, mais il y a des dauphins, il y a des grands gorilles qui ont des traces de conscience. Ça a été, d'un point de vue des études scientifiques et cognitives, révélé. De là de dire qu'un jour on aura des IA qui ont une âme, là je ne le pense pas, mais avoir un début de conscience, c'est totalement envisageable, où on peut se projeter. Bon, on est dans un roman d'anticipation. Avant de conclure cette émission, j'ai tout de même une question. Dans votre livre, vous comparez les data centers à des cathédrales et les chercheurs à des prêtres. Quelle lecture il faut avoir de tout ça? Là, c'est un peu une métaphore, si vous voulez, judéo-chrétienne, parce que Mève, si vous voulez, c'est le M de machine et le Ève de Adam et Ève. Ève étant la première femme de l'humanité. Et donc, du coup, c'est une forme, avec la data, finalement, c'est une autre forme de religion qui est en train de s'instaurer et qu'il faut toujours être vigilant sur certaines dérives de religion. C'est partout pareil depuis toute l'histoire des temps. Mais ce que je voulais, donc, c'était une métaphore en disant, ben, les cathédrales, c'est là où se concentrent tous les échanges de la religion, finalement, et de la transmission des savoirs. Donc, les data centers qui alimentent par leur data eh ben, les différentes applications, les systèmes d'IA, c'est la métaphore avec les cathédrales. Et je me rappelle plus de la deuxième image que vous m'avez dite. C'était celle sur les chercheurs. Les chercheurs qui sont des prêtres. Exactement. Ben oui, parce que les prêtres, dans les prêtres, il y a des prêtres qui sont des chercheurs aussi en théologie, etc., et qui essayent de faire vivre les réflexions et de les faire évoluer aussi, les faire adapter en fonction des contextes, et tout n'est pas figé. Et les chercheurs, bah, c'est son rôle justement de toujours faire évoluer les pensées et les pratiques. Moi, je sais qu'en tant que j'ai une casquette de chercheur associé à l'INSERM, et il y a des choses que j'ai dites il y a 5-6 ans qui sont désormais fausses. Et parce que le contexte a évolué, les technologies ont évolué, et peut-être que mon approche de dire qu'une IA consciente, il y a une éventualité.
Peut-être que dans 20 ans, je reviendrai là-dessus, où je serai encore plus affirmatif là-dedans. Bon, en tout cas, pour l'instant, le journal de Maeve, c'est donc, on l'a dit, de l'anticipation et de la science-fiction, mais en tout cas de la naissance d'une conscience à celle d'une sagesse. Maeve trace un chemin qui interroge notre propre humanité. Un livre à retrouver chez les éditions De Box Supérieur. Merci beaucoup, Jérôme Béranger, d'avoir été avec nous. Merci aussi à Jeanne Dreyfus pour sa chronique. On se retrouve très vite sur ce plateau. Merci aussi aux équipes en régie et à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.